11 ans et nous sommes non seulement dans l'UEMOA, mais nous sommes aussi en dehors de l'UEMOA. Nous sommes en Afrique centrale, nous sommes en Afrique de l'Est, nous sommes en Angleterre et bientôt aux États-Unis. Donc je vais peut-être, en vous racontant l'histoire de Bloomfield, la mettre un peu dans un contexte de partage d'expérience, mais surtout aussi de solutions, de challenge dans notre environnement. Vous opérez dans le même environnement africain que nous. Et il y a beaucoup de challenges quant à déjà la création d'une entreprise, le développement d'une entreprise, l'évolution d'une entreprise et d'ailleurs de la création de la culture d'entreprise au sein même d'une entreprise qui évolue. Nous avons commencé il y a 11 ans. Donc 11 ans, c'était en 2007. Et l'idée de créer cette agence de notation financière répondait à, si vous voulez, répondre à un besoin de notre environnement. Parce que pour nous, naturellement, créer une entreprise, c'est répondre à un besoin de la société, soit un besoin d'amélioration ou un besoin d'innovation. Dans notre cas, c'est un besoin d'innovation, parce que c'est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, donc on était dans une logique d'innovation. Et le besoin, c'était justement créer un mécanisme qui permettait de réduire la symétrie d'information entre les demandeurs des capitaux et les pourvoyeurs des capitaux. Parce que nous sommes dans une zone où, évidemment, on a toujours crié que le problème essentiel des entreprises était le financement. Et pourquoi les banques ne finançaient pas? Pourquoi les fonds d'investissement ne s'intéressaient pas à notre zone? Pourquoi les entreprises qui voulaient émettre des obligations avaient du mal à lever des fonds? Et on s'est rendu bien vite compte que c'était justement cette asymétrie d'information, c'est-à-dire que cette non-disponibilité d'informations sur les demandeurs des capitaux et cette manque de visibilité des investisseurs sur ces demandeurs des capitaux-là qui faisait justement qu'il y avait justement ce problème-là, ou alors cette espèce de, si vous voulez, de langage de sourds entre ceux qui donnent et ceux qui en ont besoin. Parce que les investisseurs vous disent on n'a aucune visibilité sur l'environnement des affaires, on n'a aucune visibilité sur cette entreprise, on n'a même aucune visibilité sur le pays. Et les entrepreneurs qui disent ils ne comprennent pas notre business, ils ne comprennent pas notre environnement, ils ne comprennent pas nos besoins. Donc évidemment, tous les deux ont raison, sauf qu'il y a un gap et à un moment donné, il faut qu'ils se parlent. Donc on a créé cet outil qui en réalité, vous dit quel est le rôle d'une agence de notation financière. Son rôle, c'est justement d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit d'une entreprise emprunteuse ou d'un pays emprunteur. On va déterminer la capacité et la volonté de cette entité notée de pouvoir absorber les capitaux qu'elle demande, les gérer de sorte à créer de la richesse et pouvoir rembourser en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment l'essence même pour pouvoir accéder à des financements. Et donc, évidemment, vous imaginez que un tel projet dans un environnement culturel dont le premier réflexe n'est pas la transparence, ça peut être compliqué quand même. Donc, on a tout entendu. Hein. Stan vient nous raconter ces histoires d'Américains là. Il vient nous embrouiller, mais ça ne sert à rien, ça ne va jamais marcher ici. Donc il y avait deux choses. Donc, le premier challenge, c'était de faire accepter l'idée d'une agence de notation financière dans un environnement qui ne s'y prête pas. Okay? Et ça, c'est peut-être le plus beau challenge de toutes les entreprises créées, c'est l'acceptation de votre entreprise, surtout quand c'est l'innovation. Quand c'est l'amélioration, c'est différent. Ça existe déjà. Donc vous voulez améliorer. Donc évidemment, votre business, on le connaît déjà. Vous dites, je veux créer une société de pétrole, on prend le cas de Pétrolier, qui existe déjà, mais sauf que j'emmène une dimension différente. J'emmène quelque chose de différent, une valeur ajoutée. Et donc c'est plus facile ça, mais quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a un problème de pédagogie déjà. Donc vous devez créer votre propre écosystème. Parce qu'il n'y avait pas de réglementation, il n'y avait absolument rien. On pouvait soit attendre que le régulateur décide un jour de créer, de mettre en place une réglementation, ou alors c'était de forcer justement cette réglementation-là. Donc la première chose, c'est déjà convaincre les gens
de l'importance de la notation financière. Ce que j'ai compris dans le business, c'est que la première chose à faire, c'est de montrer aux autres quel est leur intérêt dans votre business, au lieu du contraire. Donc, leur montrer quelle est la raison pour laquelle ils devraient s'intéresser à votre business pour commencer. Donc, c'est créer cet intérêt-là. Et cet intérêt va commencer par faire de la pédagogie, donc expliquer ce que c'est. Donc, on a commencé à faire des séminaires, des présentations bilatérales, des présentations in situ. Évidemment, c'était compliqué au départ, les gens ne comprenaient pas. Il y en a qui comprenaient, mais qui se disaient, bon, mais à quoi ça sert, c'est pas utile, et pourquoi je voudrais vous donner moi mes informations, pour que vous en parlez dans le public. Donc on s'est dit, mais quel pourrait être le déclic? Donc le déclic, en fait, on s'est dit, il faut peut-être inculquer aux gens que la notion de transparence les protège plus que la notion d'opacité. Et donc, il fallait trouver des astuces. Bon, la première astuce, c'est de dire, en réalité, c'est ce que vous cachez qui intéresse les gens. Ce que vous ne cachez pas ne les intéresse pas. Parce que ce que vous cachez est croustillant. S'ils découvrent, c'est un bon Congo-ça, comme on dit. Mais si c'est vous-même qui en parlez, on se dit ça ne doit pas être important, sinon ils n'allaient pas mettre ça en public. Donc on a utilisé la culture des gens. Voilà, c'est ça. Il faut pas critiquer l'environnement dans lequel vous êtes, dire oh, mais ils ne comprennent rien, ça marche pas. Non, c'est comment les emmener à comprendre, donc c'est utiliser la culture. Donc ça c'est la première chose. Donc on a commencé à dire aux gens, en réalité, les gens s'intéressent à ce que vous cachez. Ce que vous montrez, ça ne les intéresse plus, parce que ce n'est même plus croustillant. Et on prenait toujours des exemples vraiment banals, hein, des exemples simples. On lui dit, un homme politique par exemple, hein, dans un environnement comme celui-là, qui, même si des fois on pense que ça peut être un événement banal, mais ce n'est pas forcément banal, vous êtes marié, vous faites un enfant dehors. Si vous-même, vous venez vous présenter à la télé, présentez vos excuses à votre épouse, présentez vos excuses aux Ivoiriens, et dites, j'ai fait une erreur, je vais la rectifier, j'assume la responsabilité, mais je voulais m'excuser. Ça ne paraît plus mauvais, on dit, mais ça c'est un petit bien ça. On espère que sa femme va pardonner. Hein. Vous voyez, il y a la sympathie et tout ça. Ce n'est plus croustillant. Par contre, si quelqu'un découvre et le met dans les journaux, ben vous êtes cuit. Donc on prenait ce genre d'exemple-là pour montrer aux gens qu'en réalité, la transparence vous sauve au lieu de vous condamner. Donc la mayonnaise a commencé à prendre. Premier client. Bon, ça a commencé à prendre parce que les gens venaient au séminaire, mais ça nous a pris 2 ans pour avoir le premier client. Mais c'est normal, hein. Vous savez, dans la notation financière, la moyenne c'est 3 ans pour avoir le premier client. Dans nous, d'ailleurs, c'était un record, parce que déjà, dans un environnement qui ne s'y prête pas, on a eu notre client premier en 2 ans. Donc, le premier client, c'est le port autonome de San Pedro. On va à San Pedro, on fait une présentation, et on fait la présentation, et il nous demande de revenir dans une semaine. Entre-temps, on revient, on fait une présentation au Trésor. Et quand on finit la présentation au Trésor, devant 40 directeurs et sous-directeurs, et la question qu'on me pose à la fin, on me dit, dans un langage assez familier, assez chaleureux, hein, en culture africaine, petit frère, ton affaire, là, c'est bien, c'est sophistiqué, mais est-ce que tu as des Européens dans ton capital? J'ai dit non, mais je ne pense pas que j'en ai besoin. Ah si, pour la crédibilité, parce que cette affaire-là, c'est des affaires des marchés internationaux, il te faut de la crédibilité. Donc j'ai compris qu'il y avait un complexe d'infériorité. Si vous voulez, j'avais deux réactions. C'était soit de dire, ils ne comprennent rien, tant pis pour eux d'être dans ce complexe-là, ou de dire, mais comment j'utilise ce complexe-là pour justement vendre mon produit. Voilà. Donc je vais revenir sur ça. Donc, on appelle, on repart à San Pedro, on refait une autre présentation, et le DG nous dit, oui, c'est bien tout ça, mais bon, concrètement,
je lui demande, mais est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de lever des fonds? Il me dit, oui, ça fait 1 an, j'écris à la BAD, j'envoie des dossiers pour lever 900 millions pour faire une étude de faisabilité pour l'extension du port de San Pedro, mais bon, on met tout en rond, on me demande un document aujourd'hui, dans 2 semaines, on me demande un autre, enfin bon, finalement, il n'y a rien de spécial. Je dis, bon, moi, je vous dis, faites la notation financière, vous faites partie le rapport à la BAD, et vous verrez que les lignes vont changer. Il me dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Vous me notez, si ça décompte la situation, je vous paye. Si ça ne décompte pas la situation, je ne vous paye pas. Mais figurez-vous que dans les 2 cas, je suis gagnant. Même s'il ne me paye pas, j'ai ma première notation. Donc, sur laquelle je pourrais capitaliser. Donc pour moi, c'est un investissement. S'il me paye, tant mieux, je gagne 2 fois. Donc on fait la notation financière, on sort le rapport, on présente, on lui envoie ça mardi, mercredi, il envoie ça à la BAD. Vendredi, on lui répond. On lui demande s'il est libre pour venir à la BAD à Tunis mardi. Donc il m'appelle, il me dit, ah, ils m'ont appelé, hein. Il va à la BAD à Tunis, il fait la présentation à un comité là, de dons, qui après présente au comité, enfin au conseil d'administration. Et vendredi, on lui envoie un courrier pour lui dire que son don a été approuvé. Donc, ça, ce que ça déclenchait, en fait, j'ai eu un ambassadeur extraordinaire de la notation financière, parce qu'il allait dire à tout le monde que la notation financière, c'est la magie. On vous note, on vous finance. Le message, il est très simple. Donc du coup, on a capitalisé sur ça, parce qu'il disait à tout le monde, parce que les gens nous appelaient, les gens n'arrêtaient pas d'appeler. Le port d'Abidjan a dit, mais attendez, comment vous notez le petit port et vous laissez les grands ports? Il me faut juste demander. Et, voilà. Et on a commencé à noter, on a capitalisé là-dessus. Donc je reviens sur l'autre challenge qui est le complexe. Donc c'est un challenge, c'est culturel, les gens sont complexés, vous n'allez pas les changer. Si vous savez que pour eux, si un Européen, ça crée la crédibilité, je n'avais pas l'intention de mettre un Européen dans mon capital, parce que j'en ai pas spécialement besoin. Si j'en avais besoin, je le ferais, mais j'en ai pas spécialement besoin. Donc je me suis dit, je trouve une autre astuce. Je réfléchis, et je dis, tiens, j'ai trouvé l'astuce. J'appelle France 24. Je dis, vous savez, je suis sur Paris. Pour 72 heures, je vais à Atlanta. J'étais appelé par CNN, ce qui n'était pas vrai. J'étais appelé par CNN pour venir parler de cette nouvelle agence de notation financière que j'ai créée en Afrique francophone, justement, qui est une première, et ils étaient assez agréablement surpris. Ils m'ont demandé de venir faire une édition spéciale. Mais moi, je suis ivoirien, je sais que c'est votre zone d'influence l'Afrique francophone. Donc je vous propose, est-ce que ça vous intéresse d'en parler? Sinon, ben, moi je vais parler à CNN. Ah non, pas CNN, ah non. C'est la zone francophone, il faut qu'on fasse en francophone. Écoutez, ne quittez pas. Ça part de Miss-Savère. On vous propose 2 fois 13 minutes. Vous parlez anglais? Je dis oui, je fais mes études aux États-Unis. Parfait, 2 fois 13 minutes. Vous pouvez venir demain? Pas de problème. Est-ce que vous vous rendez compte de 2 fois 13 minutes sur une chaîne comme Africa 24 à travers le monde? 2 fois 13 minutes. 13 minutes en anglais, 13 minutes en français. C'était une aubaine. Il y a une chose que j'ai apprise dans le media training, c'est que quand vous êtes devant la caméra, vous avez l'opportunité de dire ce que vous voulez. La question qu'on vous pose, ça n'a pas d'importance. Parce qu'en réalité, à la fin de la journée, c'est la question qui va s'adapter à votre réponse. Parce que ce que le téléspectateur retient, c'est votre réponse à la fin. Et donc, il va psychologiquement, il va se dire, en fait, il a répondu à la question. Donc, vous avez parlé de ce que vous voulez. Donc, c'est pour pouvoir maîtriser, justement, votre communication. C'est de dire ce que vous avez envie de dire. Vous pouvez poser la question qu'il veut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer par répondre et puis switcher. Donc, l'effet que ça a eu un effet de bombe. Parce que ces mêmes gens, les trésors m'ont appelé. Ah, petit Frondigat, ton affaire est sérieuse, hein? On t'a vu à la télé, ça passe en boucle et tout ça. J'ai dit, ah, je vous avais dit, hein? Bon, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine pour parler? Le problème est réglé. J'ai surmonté sans les critiquer, sans me décourager, me dire, bon, écoute, ils ne comprennent rien, tant pis pour eux.
s'ils attendent les Européens, ça c'est leur problème. Non. Et c'est ça, chaque fois qu'il y a un challenge, il faut trouver une façon de le contourner sans nécessairement rentrer dans une logique de ils n'ont rien compris, non. C'est-à-dire qu'il faut toujours, et c'est en ça que c'est très intéressant quand vous trouvez la solution dans un environnement qui ne s'y prête pas. Voilà. Et ça vous permet justement de rapidement, si vous voulez, maîtriser votre environnement. Et, et à un moment donné, on s'est dit, on est dans un environnement où les gens sont surtout dans une logique de quand c'est réglementé, c'est que c'est important. Donc maintenant, on s'est dit, on a eu 3-4 clients, on va convaincre l'autorité des régulations de créer une réglementation autour de ça. Et je vous expliquais, Félix Abénévé, que vous verrez tout à l'heure, qui est devenu mon très bon ami maintenant, à l'époque était secrétaire général du CREPMF. Donc, quand j'ai créé l'agence de notation financière, je n'avais pas encore de clients. Donc je me suis dit, j'allais quand même aller informer le conseil régional qui, s'il y a une réglementation, serait le régulateur pour justement en discuter. J'avais rendez-vous à 15h. Je suis arrivé à 14h45. J'ai attendu dans la salle et j'ai retenu ça parce que j'étais en face de l'horloge. Félix est rentré avec 2 de ses collaborateurs à 15h pile. Bonjour monsieur, c'est assis, je vous écoute. Je fais mon speech en 2 minutes. Merci messieurs, nous prenons bonne note. Bonne chance. Et il est parti. Donc j'étais assis là, je me dis, mais c'est pas sérieux ça. et en même temps, je me dis, mais en même temps que je dis c'est pas sérieux, je viens voir le secrétaire général du conseil régional des banques publiques et des marchés financiers, et je lui dis que j'ai créé une agence de notation financière et j'ai noté personne. Donc qu'est-ce que j'espère qu'il me dise? Rien du tout. Il m'a dit exactement ce qu'il devrait me dire. Mais mon challenge, c'est qu'un jour il m'appelle et qu'il me propose qu'on s'asseye et qu'on discute. Donc, comment j'arriverai à faire ça? J'ai bénéficié d'un concours de circonstances, hein, ça je dois l'admettre. 2007, j'ouvre mon agent de notation financière. 2008, crise de subprime. On commence à critiquer les agents de notation financière. Ah, ils sont responsables ici, ils sont responsables de ça. Et je suis rappelé une fois de ce que ma mère m'a dit. Elle dit, même quand on parle mal de toi, on parle de toi. Ceci dit, tout le monde a commencé à vraiment voir ce que c'était une agent de notation financière. Donc j'avais des Astan, on appelle, on entend parler, c'est vous qui faites les A2, 3, enfin AB, A3. Et donc tout le monde en parlait, mais négativement. Donc est-ce que je me braque et je sais de défendre des agents de notation financière, ce qui est cause peine perdue? Ou alors je trouve une autre occasion, je pense à une autre opportunité ou une autre façon de faire et capitaliser sur cet événement. Donc mon discours finalement c'était, ben justement, parce que ces agents de notation financière ont fauté, il est important d'avoir des agents de notation financière qui ont une autre approche. Et donc nous, en tant qu'agence de notation panafricaine, nous avons une approche qui est complètement différente. Et donc je commençais à capitaliser là-dessus. Et ce que j'ai dit aux régulateurs, c'est, est-ce que vous avez justement, après la crise des subprimes, vous voulez laisser la notation financière se développer dans votre environnement sans réglementation? Et bien la question c'était, ah non, attention, il faut qu'on en parle. Bon, ils m'ont rappelé. On s'est assis, mais pendant 1 heure cette fois-ci. On a discuté et Félix a bien compris les enjeux. Et donc il m'a proposé qu'on aille dans chaque pays de l'UEMOA faire des séminaires d'information et de formation aux acteurs du marché. On l'a fait pendant un moment. Ils ont commencé à rédiger la réglementation. On a participé à cette rédaction-là. Et 2 ans après, ils ont sorti une réglementation. Donc c'était extraordinaire parce que nous, ça venait justement compléter cet écosystème qu'on a essayé de mettre en place. Et aujourd'hui, 11 ans après, vous avez certainement entendu parler de la notation financière et ses bénéfices ici. La notation est devenue obligatoire, donc de par la réglementation. Obligatoire pour toutes les sociétés cotées à la bourse, obligatoire pour tous les émetteurs d'obligations,
et obligatoire également pour tous les garants des émetteurs qui n'ont pas des notes suffisantes pour pouvoir emprunter sans garantie. Parce que quand vous avez une note qui parle de risque modéré à risque extrêmement faible, vous êtes exempté de la garantie. Mais quand vous avez une note en dessous, une note spéculative, vous devez avoir une garantie partielle. Donc ceux qui doivent vous garantir doivent eux-mêmes être notés. Donc évidemment, après, c'était la première bataille gagnée, mais ce n'était pas terminé. Parce qu'ils l'ont rendu obligatoire, mais en même temps, il n'y avait pas de mesure de coercition. Et nous, ça ne nous intéressait même pas qu'il y ait de mesure de coercition. Le fait qu'il y ait la réglementation, on se dit, il y a deux choses. On se dit, mais si ce n'est pas assez obligatoire, qu'il n'y a pas de sanction, les gens ne le feront pas. On peut soit critiquer le conseil régional de n'avoir pas mis des mesures coercitives, ou alors réfléchir à autre chose. Non, on se retrouve encore dans un autre challenge, où on s'est dit, voilà ce qu'on va faire. Le message qu'on va passer aux différentes agences, aux différentes sociétés cotées, c'est qu'on leur dira, écoutez, c'est obligatoire, mais je pense que, nous pensons que le conseil régional peut donner le temps aux gens d'intégrer, donc il n'y aura certainement pas de sanctions, ou même s'il y a des sanctions qui sont prévues, ne vont certainement pas s'appliquer systématiquement. Mais très sincèrement, est-ce que vous avez envie d'être Véronique Galois? Parce qu'il y en a qui veulent se faire noter. Est-ce que vous avez envie d'être ceux qu'on va pointer du doigt en disant qu'ils refusent de se faire noter? On passait le même discours à tout le monde. On a réussi quand même sur 45 à noter 15. On continue ce speech-là. C'est pour vous dire que chaque fois qu'il y a un challenge, on essaie toujours de le contrôler. On a des clients dans la salle, je crois, Petro-Ivoire, qui est notre client d'ailleurs depuis 7-8 ans. Et on a vu l'impact significatif que la notation financière a eu avec Petro-Ivoire et d'autres sociétés. Mais je dis Petro-Ivoire parce qu'ils sont là. Ça a permis à Petro-Ivoire d'avoir une sorte de pression extérieure, ce qu'on appelle le soft pressure. Parce que chaque fois qu'on soit en rapport, on va dire à Petro-Ivoire quelles sont ses faiblesses et ses forces. Et comme les dirigeants de Petro-Ivoire ont pris le ownership de ce projet, chaque année, on commençait à s'améliorer. Ils ont commencé à une note modérée, 3B, je me rappelle, et aujourd'hui, ils sont à A+. Donc, ils ont fait un bond significatif qui a été progressif chaque année. Et le directeur général, Sébastien Kadou-Moko, s'est rassuré que chaque année, il avait comblé les faiblesses de l'année d'avant. Et c'était magnifique. Je vois une petite anecdote sur Petro-Ivoire. Quand on a voulu noter Petro-Ivoire, j'ai parlé avec Sébastien, que je connaissais. Il m'a dit, écoute, ok, mais il faut que j'en parle au vieux. Et il me dit, tu es où, Stan? Je dis, je suis à Paris. Il dit, ah, ça tombe bien. Le vieux est à Paris. Il rentre aujourd'hui, retrouve-moi à l'aéroport et discute un peu avec lui. Mais moi, je lui parlerai avant, je dirais que tu vas le rencontrer. Donc, il parle à son père, je rencontre son père, je lui parle. Le vieux, mon très poli, hein, il m'écoute. Ah, d'accord. Okay. le vieux à Caen. Il te dit rien. Il dit, ah, d'accord, ah, mais ça c'est bien. Ok, d'accord. Bon, on en parle à Abidjan. Il appelle Sébastien derrière. Mais franchement, ça serait mon argent, tu veux développer la société de ton ami. Il dit, il n'est pas question, je ne fais cet appel-là, ça va me mener nulle part. Donc je ne le fais pas. Sébastien essaie de convaincre et après il a vu que son père était rigide, donc il n'a rien dit, il a essayé de tomber. Et Petro-Ivoire voulait aller lever des fonds sur Euronext, donc a voulu se coter sur Euronext. Donc ils arrivent dans les discussions, ils sont en train de discuter, ils ont tout fini, et le gars de l'AMF lui dit, ok, on ne vous a pas demandé quelque chose, mais pour nous ça nous paraît évident, vous avez oublié de nous donner votre rapport de notation. Et donc le vieux Morocco regarde Sébastien, mais où est le rapport de notation? Donc Sébastien devant son père pouvait pas, devant les gens, il n'a pas dit, bah, tu as dit tu voulais pas le faire. Hein? Il a dit ouais, il faut qu'on regarde. Et donc quand il sort, il dit, mais papa, c'est de ça que je te parlais, donc tu m'as dit que tu ne veux pas le faire. Ah bon, j'ai pas dit ça, ok, on le fait. Donc il m'appelle, on fait une notation vraiment en urgence, mais évidemment avec tous les standards de rigueur. On sort la note, ils envoient la note, et tout se passe bien. Et chaque fois que le vieux Morocco devait faire
une conférence pour annoncer quelque chose. Il salue tout le monde. Il dit, avant de commencer, j'aimerais vous dire que nous sommes notés. Nous sommes notés par Bloomfield. Et voilà notre note, et voilà ce que ça veut dire, et il commence son discours. Et je trouvais que c'était extraordinaire. Donc voilà les quelques échanges que je voulais faire partage avec, quelques expériences que je voulais partager avec vous. Et à force de justement adopter cette attitude, aujourd'hui nous sommes à 11 ans d'existence. Nous avons plus de 1000 notations en notes actives. Nous avons plus de 100 entités. Nous notons les pays, les collectivités locales, les entreprises publiques, privées, institutions financières, instruments financiers. Et nous avons pu, comme je vous dis, avoir des clients en Europe. Nous avons une grosse compagnie d'assurance et une autre de garantie que nous notons en Angleterre, Caranco et Clapton. Et nous sommes sur le point de noter une autre à New York. Donc, ça veut dire que, et d'ailleurs, un autre point qu'on a abordé ce matin, qui est vraiment essentiel, au-delà de cette technique de contourner les challenges, c'est la gouvernance. La gouvernance d'entreprise. Et je crois que Petro Ivo est un exemple aussi extraordinaire dans ce domaine. La gouvernance d'entreprise. La gouvernance d'entreprise est même l'ADN de la réussite de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, c'est vrai qu'on est promoteur, on est chef, on veut tous les pouvoirs. Mais malheureusement, ça tue son entreprise. Parce que quand on a tous les pouvoirs, personne ne peut parler. Personne ne peut rien vous dire. Vous pouvez toujours être le chef en faisant parler tout le monde. Et quand tout le monde a la liberté de parler, de proposer des choses, vous allez voir que vous allez trouver des choses extraordinaires qui sortent de ces discussions-là. Vous mettez un système en place, vous-même vous limitez vos pouvoirs. Limiter vos pouvoirs, c'est les renforcer finalement. C'est les renforcer, c'est protéger votre entreprise et c'est rendre votre entreprise pérenne. Et c'est permettre à votre entreprise d'éventuellement vous survivre. Parce qu'en réalité, si vous pouvez signer les chèques pour faire ce que vous voulez, c'est-à-dire vous décidez demain vous partez à New York, ce n'est pas une mission, c'est personnel, vous signez, vous ne partez pas, vous partez. Et si vous vous dites, vous signez sur telle chose dans ma gouvernance, il faut qu'il y ait une contre-signature. Celui qui contre-signe, il n'est pas actionnaire, mais il est le DAF. Il y a deux choses, c'est-à-dire que pensez qu'en tant que chef, vous devez demander la permission au DAF pour faire quelque chose, vous dites bon c'est bon, je ne fais pas, je laisse tomber. Déjà vous voyez, vous vous limitez. Ou si vous persistez quand même que le DAF doit signer, mais dans votre gouvernement, le DAF a le droit de vous challenger sur ce que vous voulez faire. Vous allez à New York, c'est une mission? Non. Ben écoutez, désolé, moi je ne peux pas prendre cet engagement. Vous êtes donné cette limite-là et ça permet de protéger votre entreprise. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment mettre l'accent. Et dans cette logique de gouvernance d'entreprise, même quand vous la créez, c'est aussi à un moment donné, quand vous commencez, c'est d'intégrer la gestion de risque comme une partie composante de la gouvernance d'entreprise. La gestion de risque dans tous ces compartiments. Que ce soit dans votre stratégie, que ce soit la gestion des risques internes, externes, financiers, non financiers, tout ce qui pourrait éventuellement avoir un impact positif ou négatif sur votre entreprise. C'est de l'intégrer de façon systématique, avoir peut-être un comité de risque ou un gestionnaire des risques, mais intégrer toujours. Parce que la gouvernance, elle est évolutive et elle doit s'adapter à l'évolution des réalités de votre environnement et à l'évolution des réalités de votre entreprise. Voilà. Donc voilà, c'est quelques mots que je vous ai dit. Je vous laisse la possibilité de peut-être poser des questions et puis peut-être partager des situations et puis pour le reste du temps qu'il nous reste, échanger sur ça. Voilà. Merci.